cette info métier, elle est préparée donc par l'association La Touline en partenariat avec la Cité des métiers, donc qui nous permet donc l'accès à Webex et qui gère les inscriptions. Donc merci à la Cité des métiers pour cela. Donc La Touline, c'est une association pour l'emploi maritime. Donc on essaye de favoriser et de valoriser l'emploi maritime sous toutes leurs formes, aussi bien donc les métiers à terre que les métiers qui s'exercent en mer, donc les métiers embarqués. Et donc c'est une association qui a été créée un petit peu plus de 30 ans maintenant. À la base, ça a été créé par des marins pour aider d'autres marins dans leur recherche d'embarquement. Mais au fil du temps, donc on a développé nos activités et maintenant on peut résumer voilà avec le fait qu'on a trois grands axes d'intervention. Ça va être la découverte des métiers de la mer et pouvoir en faire la promotion auprès de tous les publics, donc aussi bien les scolaires que les publics adultes, les personnes en réorientation ou même parfois les curieux. Donc pouvoir faire cette découverte des métiers de la mer qui sont finalement assez méconnus et donc assez peu attractifs. Euh, Deuxième axe d'intervention, ça va être la définition donc, de projets professionnels dans le maritime et pour pouvoir également faire donc de la co-construction de ces projets et pour les personnes qui seraient déjà formées et prêtes à l'emploi, pouvoir organiser donc le conseil et l'accompagnement dans cette recherche d'emploi. Et enfin, le troisième axe d'intervention, ça va être plutôt au niveau donc, de la validation des acquis de l'expérience, donc la fameuse VAE, où on peut accompagner donc les personnes qui le souhaitent, principalement au niveau donc, des personnels embarqués, à faire cette VAE pour accéder à un poste supérieur, un brevet supérieur, sans retourner sur les bancs de l'école, si l'expérience nécessaire est acquise. Voilà, donc c'est un peu les grandes lignes pour résumer. Alors ensuite, au niveau des règles, hop, le son a été coupé. Donc au niveau des règles techniques, donc l'info métier va être enregistré sur notre chaîne YouTube. Donc c'est pour cela que l'on demande aux participants de bien vouloir couper leur micro pendant le temps de l'intervention donc de Monsieur Fernandez que je vais vous présenter juste à la suite et éventuellement de couper vos vidéos. Comme ça, vous n'apparaîtrez pas sur la vidéo sur YouTube et également ça permettra d'avoir un peu plus de flux pour permettre une bonne qualité de la vidéo, de la transmission des supports, etc. Mais pas d'inquiétude, il y aura bien sûr un temps d'échange après donc la présentation de Monsieur Fernandez où vous pourrez poser toutes vos questions, les questions que vous souhaitez. Et là, dans ce cas-là, vous pourrez ouvrir les micros et, si vous le souhaitez, activer la caméra. Alors, également à la fin donc de l'intervention, un mail vous sera envoyé avec les coordonnées de la Touline pour si vous souhaitez nous recontacter pour pouvoir un petit peu éventuellement creuser sur le sujet ou commencer un travail donc d'accompagnement dans la définition d'un projet professionnel. Parfait. Donc je laisse la parole à Monsieur Richard Fernandez qui va réaliser donc l'infométier de ce jour sur le thème des métiers de l'hôtellerie dans le secteur yachting. Merci. À Bonjour à toutes et à tous, merci de me recevoir. Donc, mon nom est Richard Fernandel, j'ai 57 ans et je suis dans la marine marchande depuis 1992 environ. Donc, alors pour préciser, je suis un pur produit de l'hôtellerie-restauration, hein, c'est-à-dire que j'ai pas un bagage universitaire très chargé, mais bon, le fait est que j'avais la chance d'habiter sur la Côte d'Azur et que lorsqu'on n'a pas un historique, euh, un historique de collégiens ou d'écoliers très fameux, donc on se dirige, on regarde sur la plage, qu'est-ce qu'on voit? On voit des yachts et on voit des bateaux et ça fait rêver.
Et donc, voilà, donc je vais vous expliquer maintenant un petit peu le parcours que j'ai entrepris à l'époque et qui finalement, quelques petites trentaines d'années plus tard, eh bien ça vaut toujours, hein. C'est toujours les mêmes, principes, qu'il faut, employer, bien que aujourd'hui on a tous les outils nécessaires, pour pouvoir accéder plus facilement à toutes les données et les informations que l'on recherche avec internet, chose qui n'existait pas, il y a une trentaine d'années. Et donc, voilà, c'est surtout pour do passer le message que c'est un milieu, le milieu maritime qui est ouvert à tous, du moment que vous êtes un peu, curieuse ou curieux et que ça peut vous ouvrir d'énormes portes pour, pouvoir ensuite accéder à à des, des opportunités professionnelles que vous attendiez pas et qui peuvent s'offrir à vous. Voilà. Donc, si tout le monde est prêt, on peut commencer le webinar. Est-ce Oui, que vous c'est m'entendez? parfait. Très Vous bien. m'entendez, oui? Excellent. Est-ce que vous voyez? Alors, ça devrait commencer à s'afficher dans quelques instants, le temps que ça remonte. Voilà. Ça passe pas. Oh, ça devrait pas tarder. Voilà, parfait. C'est affiché. Vous le voyez là, donc. C'est Tout bon? à fait. Oui. Très bien. Eh bien, alors, cet exposé donc s'adresse à toutes les personnes, hein, qui n'ont jamais, embarqué et qui veulent découvrir le secteur, maritime. Donc ça peut être pour, plusieurs raisons, pour acquérir une nouvelle, expérience professionnelle, changer de vie, carrément et gagner un meilleur salaire, hein, parce qu'on sait que c'est un secteur quand même où les salaires sont beaucoup plus, hauts que les salaires à terre. Donc les motivations peuvent être, nombreuses. Donc dans ce milieu, la part, la plus belle, elle revient au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, secteur dont nous allons nous intéresser aujourd'hui. Alors avant toute chose, je me dois quand même par expérience de vous prévenir que la vie à bord d'un yacht, si un jour vous êtes embarqué, ça sera pas la belle vie. Ça sera pas les cocotiers, la plage, l'épargnant et le cocktail à la main. C'est pas du tout ça. Et, lorsque vous serez à bord, c'est beaucoup de pression, de longues journées debout et du stress en permanence, hein. Donc je tiens à planter le décor d'emblée car c'est un métier de service. C'est bien ce que ça veut dire, hein. Vous êtes au service de votre employeur. C'est-à-dire que la satisfaction des propriétaires du yacht sera constamment sur vos épaules. Et à côté de ça, vous allez sentir l'éloignement familial, l'éloignement de ses amis, lorsqu'on est en mer pendant des mois. Voilà, mais bon, le jeu, il en vaut vraiment la chandelle et vous aurez de jolies histoires à raconter à votre entourage. Alors, qui est concerné pour, euh, pour partir et prendre le large? Alors, toutes les personnes intéressées à travailler dans le secteur maritime ou à le découvrir, en résumé, à tout le monde. Donc c'est vraiment un secteur qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des critères spécifiques, ou alors s'il y en a un quand même, au minimum parler un peu anglais, quoi. Il faut se débrouiller en anglais parce que c'est une clientèle qui est internationale. Vous serez en contact permanent avec les personnes, donc vous aurez à eh bien, parler anglais, même si les propriétaires sont mexicains, du Moyen-Orient, ou autres. Alors, bonne nouvelle, 99% des équipages de yachts ont commencé sans expérience dans le secteur du yachting, hein. C'est ce qui me concerne également. Donc, la porte est vraiment ouverte à tout le monde. Donc, une présentation rapide de moi. Donc, je suis officier de marine marchande.
J'ai mon poste qui est intitulé commissaire de bord. Je travaille pour une grosse compagnie qui est basée sur Calais et nous effectuons les liaisons entre la France et l'Angleterre. Nous effectuons environ 10 allers-retours par jour. Donc, nous avons 3 bateaux qui officient actuellement sur le chenal. Donc, commissaire de bord, c'est un poste, si en parlant un peu langage terrien, c'est un petit peu à hôtel general manager, hein, c'est-à-dire directeur d'hôtel. Je m'occupe aussi bien du financier, des stocks, du personnel à bord, de l'équipage. Je manage une quarantaine de personnes à bord. Actuellement, sur le bateau que vous voyez là en photo, nous sommes 80 personnes à bord et nous avons une capacité environ de 1000 passagers. Je suis également consultant formateur du personnel navigant maritime, c'est-à-dire que j'ai eu la chance, avant de travailler sur les yachts, de travailler sur les paquebots aux États-Unis et dans le yachting et aujourd'hui sur les ferries. Donc je donne mes exposés aux lycées maritimes, aux écoles hôtelières, enfin à toute entreprise qui serait intéressée de faire découvrir le monde maritime hôtelier à ses apprenants. Auteur du guide, travailler sur un yacht également. Alors, à la fin de ce webinaire, je me ferai un plaisir d'offrir à toutes les personnes ce guide hein, qui va vous être un support pour tout ce qu'on va parler maintenant, où vous aurez toutes les adresses, tous les liens, et il sera beaucoup plus détaillé pour que vous puissiez avoir toutes les données nécessaires si la recherche d'emploi dans le yachting vous intéresse. Voilà. Et depuis quelques mois, je crée un podcast Job à bord, c'est-à-dire que j'interviewe toutes les actrices et les acteurs liés au monde maritime touristique, que ce soit des stewards, que ce soit des cuisiniers, que ce soit des commissaires, que ce soit toute personne, des infirmiers, toute personne qui travaille sur les bateaux de croisière, les ferries et les yachts, voilà, et qui nous racontent un petit peu leur parcours professionnel, leurs anecdotes et leurs histoires. Voilà, donc ça c'est pour ce qui me concerne. Alors, voilà, donc ça c'est un yacht sur lequel je travaillais, hein, donc un yacht où nous étions un équipage de 14 personnes environ. C'était pour une famille de 6 personnes, un couple et 4 enfants. Et nous faisions la saison d'été donc en Méditerranée et l'hiver, on partait pour les Caraïbes. Alors, travailler sur un yacht, nous allons un peu voir le menu. Donc, nous allons aborder le monde du yachting, ce monde méconnu. Quelle est la clientèle? Qui sont les propriétaires? Les différents postes à bord d'un yacht, ma recherche d'emploi, préparer la candidature. Quelles formations sont nécessaires pour accéder à un embarquement? Quels sont les agents qui recrutent en France ou les salaires et contrats? Et enfin, l'intégration à l'équipage à bord d'un yacht. Alors, le monde du yachting. Le monde du yachting, bah, c'est une activité hein, qui a connu un fort développement économique ces dernières années, hein. C'est-à-dire qu'on voit chaque année la construction de yachts se fait de plus importante, hein, et ce qui génère un nombre important d'emplois. Avec les réseaux sociaux, tout ça se fait connaître et donc ça, ça suscite des vocations hein, chez les personnes qui se demandent, tiens, bah, c'est surtout le salaire qui est mis en avant parce que c'est vraiment des gros salaires par rapport à ce qu'on peut toucher habituellement. Donc, avec le développement émergent avec de certains pays hein, qui ont une classe qui se renforce avec de riches entrepreneurs comme la Chine, le Brésil, l'Inde, le Mexique. Donc, ce sont des unités, chaque année, il y a un accroissement flagrant de construction de yachts et donc de recherche de personnel pour travailler à bord. Donc, c'est un générateur d'emplois très très fort et qui va en s'accentuant. Donc, les marins sont majoritairement anglophones. Pourquoi? Parce que bon, l'Angleterre, c'est un pays contrairement à la France, qui est beaucoup plus maritime, hein, c'est une île.
Et les premières agences, en particulier sur la Côte d'Azur, qui ont été fondées dans les années 90, ont été fondées par des Anglais. Et donc les Anglais se sont rapatriés sur Antibes particulièrement. Et aujourd'hui, on vitrine sur cours sur tout ce qui est ces agences, hein. Mais ce qui ne veut pas dire que nous, les Français, on soit mis de côté. Mais c'est quand même majoritairement en langue anglaise avec des marins anglais. Univers clos, comme tout, quand on travaille dans le privé, hein, que ce soit même dans les hôtels, hein, il y a quand même on ne divulgue pas le nom des propriétaires, hein, c'est-à-dire ce qui se passe à bord reste à bord. On garde une confidentialité quand même qui est très importante par rapport à nos employeurs et à ce qu'on fait à bord et les endroits où ils vont, etc. Donc il y a une discrétion par rapport à ça qui d'emblée doit être mise en avant, hein. Donc charge de travail importante. Il est évident que vous vous levez avant eux et vous couchez après eux, hein. Donc la charge de travail, si vous avez des invités à bord, les heures seront beaucoup plus longues et le travail sera beaucoup plus exigeant. Et de ce fait, c'est pour ça qu'il faut avoir une santé physique quand même qui soit assez forte pour pouvoir rester professionnel et enthousiaste tout le long des mois que vous allez rester en mer. Disponibilité permanente parce que il faut de la discipline, c'est-à-dire que, comme je disais, hein, c'est pas les vacances, c'est-à-dire lorsqu'ils sont à bord, vous vous occupez d'eux. Lorsqu'ils ne sont pas là, vous faites la mise en place, vous préparez les stocks, vous mettez tout en place pour les attendre quand ils vont rentrer d'en balade, du resto, et attendre qu'ils reviennent pour les resservir et attendre qu'ils aillent se coucher. Donc c'est lourd comme, comme charge de travail, hein. Alors, le service à bord omniprésent, comme je viens de dire. Compétences professionnelles élevées. Alors, pour simplifier, les propriétaires sont des personnes qui ont l'habitude des hôtels de grande classe, donc ils s'attendent à ce que le service soit élevé, hein. Ce qui veut dire que il faut quand même avoir des compétences. Alors le mieux, c'est d'avoir travaillé dans l'hôtellerie-restauration de luxe pour connaître un petit peu les codes de ces personnes qui voyagent et qui ont l'habitude des hôtels de grande classe. Donc la compétence, oui, il faut qu'elle soit quand même élevée. Ce qui ne veut pas dire par là qu'il faut automatiquement être sorti du Georges V ou autre grand hôtel pour pouvoir prétendre à un emploi sur un yacht, hein. Ensuite, on peut, une fois à bord, si on a un travail, si on rentre comme simple stewardess, par exemple, on peut acquérir les codes des personnes qui sont à bord rapidement, c'est-à-dire que vous serez certainement formé par la personne responsable du secteur hôtelier à bord. Alors, discrétion de mise, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, les mots-clés qu'il faut mettre en avant, c'est la discrétion, l'anticipation et l'organisation. Voilà, il faut être organisé, discret et anticiper les besoins des personnes. C'est-à-dire que on va éviter que les personnes demandent. Ce qu'ils aiment, c'est que, voilà, euh, nous, on les voit, mais eux, ils ne nous voient pas. Mais qu'on accède à leurs demandes sans qu'ils aient besoin de demander. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse leurs goûts, qu'on connaisse leurs envies, qu'on connaisse ce qu'ils aiment pas. Mais bon, tout ça se met en place une fois qu'on sera à bord et que c'est un, un dialogue qui s'instaure avec le chef de cuisine et les propriétaires. Alors, le monde du yachting, l'industrie du yachting, alors ça s'étend du mois d'avril à septembre qui est en Méditerranée, hein. Donc c'est toujours les mêmes spots en général que ces personnes passent leurs vacances, hein. C'est-à-dire ça va être les Baléares, ça va être Ibiza, ça va être en Grèce, ça va être en Turquie. Voilà, ça dure à peu près 3 mois en général, hein. Et ensuite, d'octobre à avril, eh bien,
tout ce beau monde se retrouve dans les Caraïbes. Alors, le yachting a aussi besoin de personnel à l'année, entretien, gardiennage, hivernage, hein. C'est-à-dire que les personnes peuvent très bien utiliser leur yacht pendant 3 mois en Méditerranée et ensuite le reste de l'année, il va être ancré sur un quai, il ne va pas bouger, mais il y a besoin de, évidemment, en général, il y a 3-4 personnes qui restent à bord pendant l'hiver et c'est eux qui vont s'occuper de l'entretien, du nettoyage, du gardiennage, enfin, de l'hivernage, comme on dit. Alors la clientèle, quelle est la clientèle qui sont les propriétaires de ces yachts? Alors les propriétaires, chefs d'entreprise, hommes d'affaires, du show business, sportifs, politiques, alors les pays, les Émirats arabes unis, Moyen-Orient, USA, Russie, bon un peu moins la Russie en ce moment, Grèce, UK, Chine, Mexique, voilà, hein, c'est comme je disais, il y a beaucoup de pays, l'Inde aussi que j'ai pas mis, mais qui des pays émergents où des fortunes se font avec les investissements qui s'accroît. Donc habitués de l'hôtellerie de luxe, s'habituent à avoir du personnel à leur service, clientèle exigeante, et ils attendent professionnalisme et discrétion, hein. Voilà, c'est-à-dire, bon, encore une fois, le service il est omniprésent, il est de haute qualité à bord. Les propriétaires ou clients sont, comme je disais, des habitués de l'hôtellerie de luxe et ils comprendraient pas, pardon, d'être moins bien traités qu'au Carlton à Cannes, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent le même traitement dans les hôtels de luxe que à bord sur leur yacht. Euh, donc, ce monde-là du yachting, il doit rester un univers de haut professionnalisme dans lequel l'amateurisme n'a pas sa place, hein. C'est-à-dire que si vous êtes embauché, vous êtes embarqué, vous allez voir tout de suite si vous avez votre place ou pas. C'est-à-dire qu'il va falloir rechercher l'excellence dans tout ce que vous faites. Tout va être dans le détail, tout va être dans la perfection. Ils ont l'habitude, voilà, d'avoir du personnel à leur service. C'est des personnes qui ont à côté de leur personnel du yacht, ils ont des nounous, ils ont des gardes du corps, ils ont des coachs personnels. Voilà, c'est tout un microcosme qu'ils embarquent avec eux, souvent, et qui tourne autour de leur personne. Donc, ils sont très exigeants, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils vont être tyranniques, hein. Deux choses différentes. Alors, les catégories. Alors, nous avons d'abord les yachts à moteur qui occupent la classe inférieure comprise entre 15 et 25 mètres. Donc là, vous avez un équipage qui se compose de 2 à 4 marins pour une petite dizaine de passagers. Donc, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de monde à bord au niveau personnel et il y a une petite dizaine de passagers. Ce qui veut dire par là que plus la structure du navire va être petite, plus on va vous demander de polyvalence. C'est-à-dire que, par exemple, une stewardess, à côté de s'occuper de la cabine des propriétaires, va également s'occuper des repas. Voilà. Nous avons également, voilà, les grands yachts qui ont une longueur comprise entre 30 à 50 mètres. Alors là, l'équipage se compose d'une dizaine de marins équivalent de passagers. Et les aménagements intérieurs d'exception restent de, c'est-à-dire plus le bateau va être grand, plus l'intérieur va être d'exception, la décoration, de l'ameublement, etc. Donc c'est la majorité des grands yachts, mais aussi près de 20% de voiliers. Alors dans ce webinaire, on ne va pas parler des voiliers, bien que ça en fasse partie, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories. Vous avez la catégorie des moteurs yachts et la catégorie des voiliers. D'accord? Donc c'est un petit peu, c'est dans le yachting, les voiliers font partie du yachting également. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler que des moteurs yacht. Donc, vous avez par exemple les méga yachts. Donc, yacht, je disais yacht, super yacht, et on arrive aux méga yachts qui mesurent plus de 60 mètres de long. En exemple, vous avez un bateau qui s'appelle la ZAM qui fait 180 mètres. Il y a 70 marins à bord pour 40 passagers. Et là, vous avez tout. Vous avez la discothèque, vous avez la salle de cinéma, vous avez
Là, vous avez la totale, quoi, hein. C'est une petite ville flottante. Donc, alors, sur tous les yachts, hein, il y a des règles communes. Ils obéissent tous à celles des autres navires et des conventions maritimes internationales. Euh, donc, il y a trois services à bord d'un yacht, hein. Nous avons le pont, qui se constitue avec le capitaine, le second, le bosco, les matelots. Nous avons la machine, chef mécanicien, adjoint, électricien. Et nous avons tout ce qui concerne l'hôtellerie. Donc le commissaire, le chef steward, stewardess, cuisinier, seconde cuisine, etc. En suivant évidemment la catégorie du yacht, plus il est grand, plus vous allez avoir à bord de personnel qui vont s'occuper de la famille. Les nounous, garde du corps, coach personnel, masseuse, esthéticienne, coiffeuse, etc. Donc, sur les navires à faible actif, les spécialités sont cumulées de façon à assurer le bon fonctionnement des services. Plus le yacht est petit, plus la polyvalence est nécessaire. Bon, il faut se dire une chose aussi, c'est que toutes ces personnes qui ont des yachts, 80% de ces personnes, des propriétaires, les mettent en location, ce qu'on appelle des charters. C'est-à-dire que eux vont l'utiliser pendant un mois et ensuite le reste de l'année, ils vont le louer, hein, ce qui va rentabiliser grandement l'investissement qu'ils ont mis au départ. C'est-à-dire pour une semaine sur un 60 mètres avec le personnel à disposition, c'est-à-dire 14 personnes, la semaine va vous coûter 750 000 euros environ pour un 60 mètres. Donc 80% des propriétaires mettent leur yacht en location, en charter, que ce soit en Méditerranée ou aux Caraïbes. Alors, l'organigramme, on va regarder un petit peu comment ça se passe à bord d'un organigramme. Alors là, j'ai pris l'organigramme d'une structure environ d'une cinquantaine de mètres, hein. Donc vous avez le capitaine qui est maître après Dieu, hein, comme on dit. Euh, et ensuite, ben, vous avez sur votre gauche le pont. Ensuite, l'équipe de l'hôtellerie, les mécaniciens. Voilà, donc vous avez tous les trois services qui s'occupent et qui font marcher le navire. Voilà, donc ça c'était juste pour reprendre le bateau sur lequel je me trouvais. Donc c'était un 57 mètres, 14 membres d'équipage. Voilà, vous aviez 6 cabines pour recevoir 12 invités. Voilà, donc les différents postes à bord. Alors c'est toujours pareil, suivant la structure du navire, hein, plus il est grand, plus vous allez avoir la hiérarchie qui va se faire dans ce sens-là. Donc le commissaire, le chef stewardess ou stewardess, junior stewardess. Alors c'est vraiment le début lorsque vous rentrez et que vous n'avez aucune expérience, formation, ce qu'on appelle junior. Chef cuisinier, cuisinier. Donc le commissaire, cette position requise souvent sur les yachts qui dépassent les 60 mètres, hein, il est responsable de la gestion financière, administration sous la direction du capitaine. Le purser a pour rôle de communiquer avec les fournisseurs à terre, les sociétés, les propriétaires, les invités. Il ou elle oriente la gestion globale du service hôtelier en fonction de la taille et des besoins du navire. Supervise le service hôtelier à bord. Donc c'est un petit peu comme un concierge d'hôtel, c'est-à-dire que c'est le couteau suisse, hein. Il a une position très importante que l'on retrouve surtout sur les super et méga yachts, les grands yachts, hein. Il supervise tout, l'organisation, les plannings de service de ses collaborateurs, c'est lui qui gère donc tout le service intérieur. Donc il doit avoir une bonne aptitude au management et être évidemment bilingue. Il doit être aussi un très bon communicant. Donc une expérience dans l'industrie du yacht est un avantage et une connaissance en hôtellerie-restauration de luxe est vraiment recherchée, hein. Donc il faut qu'il soit débrouillard, réactif, avoir un bon réseau relationnel pour tout type de demande, hein. Et surtout, on connaît un petit peu
les demandes quelquefois loufoques que peuvent avoir ce genre de clientèle. Donc, il faut vraiment qu'ils soient réactifs également. Lorsque vous êtes en mer, que vous allez sur une zone, que ce soit en Grèce ou à Ibiza, il faut vraiment, je reprends le terme de l'anticipation qui est très importante, il faut vraiment qu'ils prennent en considération et qu'il ait une connaissance des activités de la zone de croisière, de navigation. C'est-à-dire que, par exemple, si le propriétaire dit demain, tiens, on va aller sur Palma de Majorque, bon, tac, il faut vraiment se renseigner sur les restaurants, sur les boutiques, euh, qui est à Palma. Si vous savez que votre boss, il aime bien le poisson, regardez à Palma, qu'est-ce qu'il y a comme resto de poisson. S'il est vegan, pareil, recherchez les restos un petit peu comme ça. Voilà, anticiper, c'est-à-dire que vous allez arriver à Palma, paf, vous lui sortez une liste de restos sur lesquels il peut se diriger. Votre pourboire sera d'autant plus important à la fin de la saison. Si vous- Donc, il faut des compétences de service à table, hein, compétences de vin, de cocktail, de bar, voilà. Et également, ça paraît anodin comme ça, mais des connaissances en produits, entretien ménager, de lessive, de détachage, l'entretien délicat des sols, des boiseries, parce qu'il faut se dire donc tout le mobilier à l'intérieur est extrêmement précieux. Et donc, si vous êtes en pleine mer et que vous faites ou quelqu'un fait une tâche sur le tapis qui vaut des milliers d'euros, il faut que vous sachiez avec quoi l'enlever, quoi, la tâche, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les produits adéquats pour ce genre de choses, vous êtes pas bien, quoi. Donc, anticiper également toute cette connaissance de savoir ménager. Bref, ça doit être vraiment un couteau suisse en plus de son expérience professionnelle. Donc, sur les structures de plus petite taille, les responsabilités du commissaire reviendront au, au chef steward ou à la chef stewardess, hein. Donc, il est en charge de l'intérieur du navire complet. Il est aussi le chef du personnel intérieur. Il est en charge de ce petit monde et gère les demandes de l'employeur, de sa famille, d'abord. Il organise les plannings, l'organisation du service. Par conséquent, se pose contrôle le travail de chaque membre d'équipage afin de respecter les standards du navire. Donc là, pareil, hein, si vous êtes sur une plus petite structure, c'est à vous de tout faire. Et ça reprend un petit peu tout ce qu'on vient de dire sur l'expérience que doit avoir le commissaire. Donc, il est responsable également des tâches supplémentaires telles que la logistique et la planification du transport des invités entre les yachts. C'est-à-dire que souvent, lorsque les yachts vont sur un spot, ils retrouvent des amis. Donc, ce qu'ils font, c'est que tu viens manger chez moi, je viens manger chez toi. Donc, tout ce qui est euh, prise en charge des invités, c'est à vous de vous en occuper également. Euh, voilà, sinon, en intérieur, le souci du détail est extrêmement souhaitable, hein. Il faut à tout moment satisfaire les désirs, les besoins des propriétaires, ainsi que ceux des invités. Euh, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif principal à atteindre, c'est des prestations très hautes et qualitatives, hein. Alors, responsabilité ensuite. Stewart, donc, oups, Stewart, voilà. Alors, Stewart, juste en dessous. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est la serveuse, le serveur, donc, il nécessite également un bon niveau de service, hein, avec les attentes des propriétaires, des invités. Donc, c'est toujours pareil, on en revient toujours pareil, l'organisation pour maintenir un yacht dans un état impeccable à tout moment. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont là, vous les servez, lorsqu'ils sont pas là, vous nettoyez. Voilà. En gros, le travail, comment ça se passe. Plus vous allez être organisé, plus vous allez avoir de temps pour vous. Donc ça, c'est après vous qui voyez. Donc l'entretien général, voilà, sous la direction, travail sous la direction du chef steward. Et ensuite vient le poste de junior steward, qui est en charge de diverses tâches à bord, c'est-à-dire qu'il fait tout, il ou elle fait tout.
sous la supervision du chef steward. Voilà. C'est une position d'entrée de gamme, mais pas des moindres. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une grande responsabilité, même si vous rentrez comme junior stewardess ou steward, c'est quand même une grande. Vous êtes constamment et vous êtes en contact direct avec les patrons et les invités également. Et apprendre toutes les demandes particulières, spécialement lors des repas ou des petits déjeuners, hein. C'est au niveau des petits déjeuners souvent qu'il y a beaucoup de demandes spécifiques de la part des patrons ou des invités. Donc ça, c'est pour les postes à bord. Et enfin, la cuisine. Donc ça aussi, c'est un poste très très important parce qu'il est en rapport directement. Alors en général, lorsque la saison commence et que les propriétaires arrivent à bord, en général, c'est madame qui s'en occupe. C'est-à-dire que madame va voir le chef de cuisinier. Allez dire voilà, on aime ça, 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 on n'aime pas ça, 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 ça. Voilà, en viande, c'est plutôt ça qu'on aime. En fruits, c'est plutôt ça qu'on aime. Voilà, c'est-à-dire qu'elle lui fait un plan au chef et il va prendre connaissance de tous les produits qu'ils aiment. Et donc voilà, et à chaque port qu'on va arriver, il va faire son petit marché et il va acheter en ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils aiment. Donc, il faut qu'il soit expérimenté quand même. Si on sort d'une grande maison, c'est très bien. Haut de gamme, c'est recherché, hein, parce que il peut se trouver aussi que ces personnes-là ont leur propre chef et qui font venir à bord. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ils ont l'habitude d'une grande cuisine. Donc, au niveau du chef de cuisine, il faut quand même avoir un bagage qui soit conséquent. Il est responsable du budget, dépenses et possède une grande capacité d'adaptation et une flexibilité importante. Et ce poste demande exigence également et rigueur. Donc on voit que, en résumé, pour la majorité des postes hôteliers, nos devoirs et nos responsabilités varient en fonction de la taille du yacht et du nombre d'équipages. Les tâches minutieuses et l'organisation sont des priorités pour maintenir le yacht dans un état impeccable à tout moment. Donc on voit qu'à tous les étages, quand même, à tous les personnes qui sont embauchées, on demande quand même qu'il y ait un niveau professionnel qui soit quand même euh, adapté à la demande des propriétaires. Et ensuite, ben, la cuisinier hein, qui seconde le chef, personne de travaillant seul, pouvant travailler seul avec un excellent esprit d'équipe également, grande capacité d'adaptation et aptitude à réaliser les menus établis par le chef. Elle possède d'importantes compétences culinaires et connaît parfaitement les produits selon les régions et les saisons. On va un petit peu regarder maintenant ma recherche d'emploi. Comment ça se passe pour commencer une recherche d'emploi? Alors, développer son relationnel, son réseau. Alors ça, c'est vraiment la première règle à suivre, c'est de développer son réseau et de le soigner surtout, hein. Si vous n'en avez pas, il faut se concentrer vraiment sur ce point. Alors, premièrement, il vous convient de vous enregistrer auprès des agents spécialisés. Maintenant, il y en a beaucoup dans le sud de la France. Sur Antibes, hein, c'est la plus grosse concentration d'agences et de personnes naviguant sur les yachts. Vous avez aussi Nice, Monaco, Cannes, Golfe-Juan hein, également qui proposent aujourd'hui de vous prendre en charge. Et donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de commencer par s'enregistrer dans les agences. On verra tout à l'heure où est-ce que vous pouvez les trouver. Alors, arpenter les différents ports, ce qu'on appelle le dock walking, ça on va en parler également. Parce qu'il est important de se balader dans les ports, hein. Vous faites imprimez-vous des CV et vous baladez dans les différents ports, ce qui va vous permettre de parler aux équipages des différents yachts, hein, et vous vous apercevrez rapidement que l'anglais est essentiel à ce moment-là, hein. Et ça va vous permettre donc de proposer vos prestations à la journée. C'est-à-dire que si vous commencez dans ce métier, vous voulez mettre un pied
dans le milieu, le plus simple et le plus efficace, c'est de proposer vos services à la journée. Ça veut dire, en général, ça va être du nettoyage, ça peut être, de la peinture, voilà, n'importe quoi, hein. Donc, vous prenez vos CV, vous verrez, hein, sur les quais, ils sont sur la coupée, sur la petite passerelle qui sépare le yacht du quai. Vous verrez souvent, il y a des personnes qui sont à bord. Voilà, bonjour, excusez-moi, est-ce que vous recherchez du monde en ce moment pour nettoyage, pour de la peinture, voilà. Alors, il y a un autre endroit qui est où là vous êtes sûr de retrouver du monde, c'est dans les bars, hein. Le marin est connu, il aime aller dans les bars, hein, pour se retrouver et pour se raconter leurs dernières histoires, voilà. Donc, alors, et ça se faisait avant, hein, avant les marins fréquentaient les tavernes et les auberges, et recruter un marin n'était pas compliqué, il suffisait de leur parler et de les recruter avant qu'un autre capitaine ne les aborde. Aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Vous allez dans ces petits bars et vous n'hésitez pas à discuter avec les gens, hein. Donc, ils aiment se retrouver entre eux. Là, alors, les heures d'affluence, c'est 11 heures le matin et 18 heures en soirée. Et vous verrez dans ces bars, vous avez même des offres d'emploi qui sont épinglées. Vous pouvez vous-même épingler une petite annonce de recherche d'emploi. Et donc, après, ça va être le bouche à oreille, parce que c'est un milieu qui marche beaucoup avec le bouche à oreille. Voilà, faites connaissance, étoffez vos propos à la journée. C'est vraiment la première clé qui va vous permettre de pouvoir ouvrir certaines portes qui sont en général fermées si on ne s'y prend pas comme ça. Alors le dog walking, alors le meilleur moment, ben, c'est maintenant, hein, c'est ce qu'on appelle la saison de carénage, c'est-à-dire les révisions, le nettoyage du navire. Donc, alors, optez pour une tenue adéquate, hein, c'est-à-dire que du moment que vous entreprenez de vous lancer dans la recherche d'emploi dans le yachting, euh, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui travaille déjà sur un bateau, c'est-à-dire au niveau du look. Adoptez un look, voilà, pour qu'on ait déjà, quand on vous voit, bah voilà, il porte bien le polo, il porte bien, il présente bien, il y a une bonne présentation, voilà, c'est-à-dire vendez-vous visuellement, ça c'est important. Et, porter un petit short avec un petit polo, voilà, le look bateau, c'est parfait. Lorsque vous baladez sur les quais, prévoyez, parce qu'il faut savoir, lorsque vous allez monter sur un yacht, vous allez enlever vos chaussures, ça c'est obligatoire sur tous les yachts, vous portez pas de chaussures, donc prévoyez une deuxième paire de chaussettes. Voilà, un petit sac à dos avec deux, trois petites affaires si vous vous salissez, si vous prend pour une journée de travail, prévoyez un autre short et un autre polo. Alors, ayez un comportement évidemment sociable, une bonne communication. Donc, le monde du yachting est un microcosme, tout le monde se connaît. Donc, ça veut dire que si vous vous faites griller une fois, c'est mort, hein. C'est même pas la peine. Ils vont s'appeler les uns les autres. Voilà, vous êtes le chat noir du quai et c'est pas la peine, hein. Donc, il faut pas, faut rester modeste. Vous proposez vos services. Soyez souriant, soyez sociable, voilà. Donc, et normalement, ça devrait bien se passer. Donc, oui, comme je disais, le bouche à oreille marche très bien dans les ports et sur les navires, hein. Tout ce monde se connaît, se raconte leurs dernières histoires, se passe les CV entre eux, c'est-à-dire qu'un commandant, un capitaine, il peut tomber sur vous l'après-midi, il n'a pas besoin de vous, mais il a un collègue à lui qui a besoin d'un steward, paf, il va vous balancer sur lui. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire, hein. Le relationnel, c'est ça. C'est le plus gros, c'est de vous faire un réseau. C'est-à-dire, si vous proposez vos services à quelqu'un qui n'a pas besoin de vous, lui peut savoir, connaître quelqu'un qui a besoin de quelqu'un en ce moment et qui ne trouve pas. Donc ça, c'est important. Donc soyez sympa avec tout le monde. Alors que porter ce qu'on dit polo, jupe, pantalon, short, basket, mocassin, chaussures bateau, chaussettes, évidemment. N'oubliez pas, vous allez retirer vos chaussures une fois à bord. Donc d'entrée,
optez pour le look yachting. Alors le day work ou le travail à la journée. Oups. Alors ça, c'est vraiment la première étape pour obtenir un emploi permanent parmi un équipage, hein. Donc l'avantage, c'est que ça va vous familiariser avec les navires. Pardon, ça alimente votre réseau, une prise de référence et un apport financier. Vous serez évidemment payé. Une fois que vous serez dans le milieu, les places à bord elles vont se transmettre de bouche à oreille ou sur recommandation. Donc, n'oubliez pas que le poste peut être saisonnier ou temporaire, avec la possibilité de devenir permanent. Et vous devez saisir toutes les opportunités qui vous sont offertes pour acquérir l'expérience dont vous avez besoin pour progresser. On sait jamais ce qui peut arriver, hein. Si on est satisfait de vous, ça peut vous ouvrir d'autres perspectives d'emploi avec votre employeur et surtout cela vous fait des références, hein. Donc, si ça se passe bien, si vous êtes à la bonne, si vous passez bien avec le commandant et l'équipage, vous avez des grandes chances de rebondir sur un emploi à la clé pour la saison ou en tout cas, on va vous diriger pour trouver quelque chose. Alors le CV, on va pas trop s'attarder dessus. Mais alors, plus il va être simple, mieux c'est. Optez pour vous prenez pas la tête avec les différentes techniques de CV. Faites-le à l'anglaise, c'est-à-dire pas plus de 2 pages pour mettre toutes les chances de votre côté. Les recruteurs, ils attendent des informations de fond sur votre profil professionnel dans une forme anglo-saxonne. Donc là, sur Internet, vous avez divers exemples, hein. Ça, c'est vous prenez pas la tête. Il faut que ce soit clair, concis, voilà. Alors, par contre, ce qui est important, si vous avez des qualifications, des certifications maritimes, il faut évidemment les mettre en rapport avec le poste recherché, hein. Si, voilà, si c'est steward, stewardess que vous recherchez, vous allez mettre que vous avez travaillé dans des restaurants, que vous parlez anglais, italien, si vous avez une expérience dans le yachting, si vous avez des expériences dans le travail à la journée, déjà, ça vous fait des références, voilà, dans l'hôtellerie. Les hobbies intérêts, pareil, si vous avez des hobbies intérêts qui sont, alors hobby intérêts, si c'est la lecture et balade en forêt, dans le maritime, franchement, c'est pas important de le mettre. Par contre, si c'est, je sais pas, de la peinture, ébénisterie, euh, euh, tout ce qui concerne le maritime, si vous avez été maître nageur, si vous avez fait de la plongée, si, voilà, il faut mettre tout ça, tout ce qui est en rapport avec le maritime. Après, vous embêtez pas, je vous dis, médecin, vous prenez pas la tête, cherchez pas des choses qui vont pas focaliser sur l'intérêt maritime et l'intérêt que vous pouvez apporter à cet emploi. Donc, en PDF, hein, vous le faites en PDF, vous les imprimez, attention à l'orthographe évidemment. Vous le faites en anglais, le CV, hein, c'est beaucoup mieux. Vous vous faites aider, hein. Il y a beaucoup de liens maintenant qui peuvent vous aider à générer un CV en anglais. Alors, prenez une photo en extérieur, c'est mieux, comme on disait tout à l'heure, par rapport à prenez le look yachting. Évitez de vous prendre un selfie à la maison. Bon, non, on va essayer de vous mettre Essayez de vous mettre en condition, c'est-à-dire mettez-vous en polo, allez à l'extérieur, si c'est sur un quai, c'est mieux, avec avec des bateaux derrière, voilà, vous les prenez aux 3 quarts ou sur pied, ça n'a pas d'importance, mais mettez-vous en tenue de combat, si je peux dire, pour mettre votre photo sur ce CV. Donc le certificat expérience lié à un ordre chronologique inversé. OK. Donc les compétences. Vous pouvez ajouter aussi le TOEIC, hein. Le TOEIC, c'est un examen d'anglais reconnu à l'international. Ça, c'est pour valoriser votre niveau d'anglais. Mais franchement, c'est pas indispensable, hein. Si on voit que vous parlez anglais, on ne va pas vous demander une preuve. Mais c'est un plus, si vous l'avez déjà, mettez-le en avant. HACCP, réglementation hygiène en restauration. Alors ça, je sais que bah, enfin, au niveau des cuisiniers, c'est obligatoire. Au niveau des stewards et stewardesses, c'est mieux de l'avoir. C'est rien à passer, c'est une petite certif qui ne va pas coûter beaucoup. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir ça à côté. Euh,
On a également, bon, on l'a vu, connaissances en vin cocktail, tout ce qui se réfère au service. Si vous avez fait des emplois de gouvernante, femme de chambre, hôtesse de l'air également, ça marche. L'esthétique, la coiffure, les gardes-enfants, tout ça, tout ce qui peut se rapporter à un lien familial, vous le mettez. Maître nageur, sauveteur en mer, les langues étrangères, expérience dans le luxe si vous en avez. Évidemment, si vous avez déjà une expérience sur les paquebots de croisière, les ferries, les yachts, si vous avez une expérience nageur, sauveteur en mer, mettez en évidence tout ce qui peut se rapporter au yachting ou au monde maritime. Alors, insistez sur vos diverses expériences manuelles comme ébénisterie, menuiserie, mécanique, peinture, vernis, ça peut servir sur un bateau, tout ça. Également sportif, plongée, pêche et tous les sports nautiques en général, hein. C'est-à-dire que le jour où vous allez être en mer, qui vont sortir les jet skis et qu'il y a un problème à un jet, si hop, 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 attendez, je m'y connais, pas, ça fait bien, hein. Vous allez marquer des points, donc il faut vous rendre indispensable. Et plus vous vous rendrez indispensable, mieux ce sera et on vous donnera des responsabilités et votre salaire augmentera par la même occasion. Alors, les formations, euh, concernant les formations, vous en avez une qui est obligatoire, qui est la STCW. Alors, c'est tous les membres d'équipage doivent suivre le module de formation de STCW. Alors, 95-10, c'est les années pour lesquelles ces conventions ont été révisées. Ça dure 4-5 jours, ça coûte, je crois, environ entre 800 et 1000 euros, je crois. C'est une validité de 5 ans et ça, c'est le pass qui va vous permettre de rentrer sur n'importe quel bateau. C'est-à-dire ce sont des conventions internationales mises par l'IMO, International Maritime Organization. Et donc, vous avez sur ces formations c'est la formation à la survie en mer, hein, c'est-à-dire voilà, on va vous mettre à l'eau avec des combinaisons de survie, on va vous faire repêcher un homme à la mer. Également pour l'incendie, comment reconnaître les différents feux, utiliser les différentes sortes d'extincteurs. Voilà, c'est une convention, une réglementation à l'échelle internationale pour les qualifications du personnel navigant. Ça constitue un minimum requis, hein. Par contre, alors, l'interprétation faite par les différentes administrations n'est malheureusement pas encore homogène sur le plan européen. C'est-à-dire que je connais des personnes qui l'ont effectué en Belgique et qui doivent le repasser en Belgique. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas le repasser en France, hein. Malheureusement, bizarrement, l'Europe, ça devrait être commun pour ce genre de législation et on se rend compte que non. Donc, si vous le faites en France, il faut le faire en France, vous ne pouvez pas le refaire ailleurs. Donc, comme je disais, ça dure 4 jours, survie en mer, lutte contre l'incendie, premier secours élémentaire, sécurité personnelle, responsabilité sociale. C'est pas du tout dur comme formation, hein. Ça équivaut à ce qu'on appelle dans la marine marchande un certificat de formation de base à la sécurité sous la coupe de l'OMI. La convention impose à chaque pays signataire d'enregistrer sur une base de données tous les brevets délivrés par lui et de rendre cette base de données consultable à tout moment. Le but étant de rendre homogène les qualifications de chaque marin avec des mesures de sécurité communes. Donc ça, c'est obligatoire. Il va falloir que vous passiez. Alors ça, lorsque vous allez vous enregistrer dans une agence, par exemple, ils vont pas vous le payer, hein. Je pense pas. Par contre, si vous allez travailler dans le ferry, par exemple, là, la boîte va vous le payer. Ils prennent en charge votre CFBS et toutes les formations qui vont à côté. Mais pour l'instant, le yachting, non. Donc, en ce qui concerne cette formation, le mieux est de vous diriger vers l'agence de recrutement qui vont vous diriger et vous expliquer davantage comment ça va se passer.
Alors justement, les agences qui recrutent. Alors les agences, vous en avez un peu partout, hein, donc là, principalement Antibes en France, comme je disais, c'est la plus grosse, hein, où vous allez trouver toutes ces agences qui vont vous accompagner, vous conseiller sur votre carrière et vos formations. Donc ils ont des équipes, hein, sur place de recrutement qui s'efforcent de fournir des conseils de développement professionnel et aident les équipages à progresser dans l'échelle hiérarchique des yachts. C'est-à-dire qu'ils vont prendre votre parcours en à voir dans quelle structure vous conviendra le mieux, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes fait pour une petite structure, un petit yacht ou un gros yacht. Donc, leur interaction permanente avec les capitaines et les autres membres d'équipage facilite l'intégration des nouvelles recrues. Ça diminue le taux de turnover, hein, c'est-à-dire de personnes qui s'en vont, c'est-à-dire qu'ils essayent vraiment de vous mettre dans une structure qui vous convienne, tout en accentuant la cohésion des équipages et la pérennité dans le travail de chacun. Donc comme tout dans l'entretien d'embauche, hein, les premières impressions sont importantes, hein. Une apparence soignée, une attitude professionnelle et un état d'esprit positif sont des éléments clés pour séduire un propriétaire ou un capitaine de yacht. Parce que là, la première chose qu'ils vont faire lorsqu'ils vont vous mettre en rapport, l'agence va vous mettre en rapport, c'est que vous allez rencontrer le commandant en général. C'est le commandant qui va venir vous voir et qui va vous auditionner. Donc voilà, ça c'est à savoir. Donc alors, alors, donc toutes les agences disposent d'un site internet, hein, avec un lien Employment ou Career où il est possible de compléter votre profil en ligne. En général, c'est en bas de la page à droite, vous avez un plan carrière, donc vous pouvez vous enregistrer dans ces agences, hein. Donc sur Internet, vous tapez agence recrutement yacht, vous allez avoir toute une liste qui va s'afficher. Alors, il n'y en a pas dans le nord de la France, hein, je crois pas, j'en ai pas vu. Simple d'utilisation, ces formulaires de candidature ont des champs préétablis qu'il vous suffira de remplir en anglais, bien sûr. Vous devez télécharger votre CV et votre lettre de motivation. Bien préparer sa candidature, évidemment. Alors, avant d'embarquer, lorsque vous serez enregistré dans une agence, donc c'est la certification STCW, comme on a vu, et également une visite médicale que vous devrez passer dans ce qu'on appelle chez les gens de mer. C'est-à-dire que c'est une structure maritime où vous passez des critères bon, qui ne sont pas extraordinaires, hein, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, voir si vous êtes apte à naviguer tout simplement, et qui validera votre embarquement, hein. En général, elles sont valables un an, voire deux, suivant votre âge. Alors également, les documents demandés en agence, ce seront casier judiciaire vierge, certificat de diplôme de navigation, si vous avez, et votre dossier professionnel avec ses lettres de motivation et la copie du passeport. Salaire et contrat. Ah. Alors, les salaires. Salaire, évidemment, tout dépend de la structure du navire. Ces indications salariales sont basées sur le marché actuel de l'emploi dans le yachting et demeurent variables en fonction du niveau d'expérience du candidat, de la formation, de la qualité de ses diplômes de certificat et de sa valeur ajoutée. C'est-à-dire, suivant votre qualification, votre poste, il est évident que le salaire va changer. Et sachant que c'est des salaires on peut arriver à les négocier, hein. Par ailleurs, comme le définit la règle dans le domaine du yachting, chaque unité a son organisation interne et chaque propriétaire a ses propres exigences. C'est-à-dire, si on est content de vous, vous pouvez discuter votre salaire sans problème. Donc, ça peut fluctuer par rapport à tous ces paramètres. Sachant que, alors, sachant que, à part votre salaire, vous avez ce qu'on appelle les tips, c'est-à-dire les pourboires, et que vous êtes susceptible de gagner un supplément de 1 000 à 3 000 euros si le yacht il est en location, généralement une semaine en fonction de sa taille. Euh, il est courant que l'équipage gagne entre allez, 20 000 pourboires par saison, de mai à septembre, de plus de son salaire.
Alors, toutes ces informations sont à prendre au conditionnel, car il s'agit de la synthèse des différents témoignages qu'on a, et de mon expérience personnelle, mais en aucun cas c'est une règle, hein. Donc, vous attendez pas, si vous embarquez, à dire, ouais, où sont les 20 000 de pourboire? Si ça arrive pas, ça arrive pas, hein. Ça dépend de votre boss aussi, hein. S'il est un peu rapia, vous pouvez les attendre longtemps. Mais bon, en règle générale, on sait qu'on se fait des bons pourboires à la fin de la saison, hein. Donc voilà, là c'est donc le barème de salaire. Donc tout en haut en bleu, vous avez donc la longueur du yacht. Ça part de 30 mètres jusqu'à plus de 80 mètres, hein. Et à gauche, vous avez donc la liste des différents postes à bord. Donc c'est des salaires mensuels évidemment qui sont en euros, hein, ceux-là. Je les ai mis en euros. Donc je vous laisse un petit peu regarder. Donc vous voyez que évidemment sur un 30 mètres, vous n'allez pas gagner la même chose sur un 54 mètres. Donc les salaires varient considérablement suivant la grandeur du navire. Pour le remettre après si vous le voulez. Alors les contrats. euh, alors les contrats ils peuvent être donc de type saisonnier, journalier, CDD, en CDI permanent à l'année ou en intérim à la journée ou par à-coup. Alors, l'ENIM, c'est un établissement national des invalides de la marine qui a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer, du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance. En fait, c'est la sécu des marins. En gros, c'est eux qui nous prennent en charge et qui s'occupent de lorsqu'on est malade. Voilà, c'est le régime sur lequel moi je cotise. Alors, en ce qui concerne les contrats dans le yachting, donc l'équipage, il est quelquefois embauché sous contrat soumis à la loi et à la juridiction du pavillon du navire, c'est-à-dire du drapeau de navire, c'est-à-dire où est-ce que l'armateur est enregistré, et qui peuvent être plus accommodantes pour l'armateur que le droit français. Alors, le droit maritime de la protection sociale des marins français également ont fait d'énormes progrès pour le yachting et les équipages. Pôle emploi Antibes également, hein, vous pouvez les contacter, à contribuer à l'installation d'une antenne spécialisée dans la plaisance à Antibes. Donc, ils sont très calés pour vous donner toutes les infos dont vous avez besoin à ce niveau-là. Mais en règle générale, si votre contrat est français, c'est souvent le cas, même si le pavillon est étranger, il sera sous la convention de l'ENIM. Donc, c'est à vous de bien vous renseigner avant de signer, quelles sont les règles en mesure dans votre contrat et est-ce que vous êtes couvert normalement, est-ce que vous avez à la retraite, etc. Tout ce qui fait le régime français. Euh, donc attention, les lois en vigueur ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Donc ça, renseignez-vous bien auprès de votre agence qui va vous donner tous les détails, mais ne ratez pas, lisez bien toutes les petites lignes pour ne pas vous faire léser si jamais il y a un problème ou si vous devez vous avez un accident de travail ou autre. Il est important pour vous de faire valoir vos droits et de vraiment consulter les conventions maritimes propres au pays dont dépend votre contrat ou votre protection sociale. Soyez vigilants, hein. Donc, et vous pouvez poser la question également sur le site de l'ENIM, hein. Je pense qu'ils pourront vous renseigner également bien sur votre demande. Eh bien, nous arrivons maintenant sur l'intégration à bord. Donc dans le maritime, il faut savoir la hiérarchie, elle conserve toute sa valeur, c'est-à-dire que le commandant, c'est, en général, ben, on l'appelle ou le pacha ou le tonton, c'est le boss, quoi. C'est lui que découlent toutes les décisions prises. C'est lui le patron, hein, il y a pas un autre, c'est le commandant. Donc c'est par lui que tout devra passer. Et donc la hiérarchie, ensuite vous avez le second également, donc il y a quand même voilà, il faut rester modeste et respectueux lorsque vous serez à bord par rapport à cette hiérarchie. Si vous êtes contre la hiérarchie, vous aurez peut-être un peu de mal à travailler sur un bateau.
Donc, se familiariser avec le navire, ça, vous pourrez en profiter si vous arrivez à trouver un travail à la journée. L'esprit d'équipe est essentiel, l'entraide, elle est indispensable, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être sociable, être sympa, sachant que les journées vont être longues. Et c'est un petit peu ça qui est un petit peu compliqué sur les navires, c'est-à-dire qu'il faut vraiment moralement vous maîtriser et arriver à maîtriser vos émotions. De la même manière que moi actuellement, je travaille 15 jours à bord, complètement à bord, et ensuite je suis 15 jours à la maison. Je peux vous dire que la sensibilité des choses qu'on me dit le premier jour, je vais la prendre différemment arrivé au 14e jour, avec la fatigue. Il y a certaines personnes qu'il faut prendre davantage avec des pincettes. C'est compliqué, hein, et là, vous partez 3 mois, hein, donc la charge de travail émotionnelle, elle va être c'est-à-dire que déjà, vous partagez votre cabine, vous vous levez, vous vous couchez avec les mêmes personnes, vous n'avez pas un moment où vous dire: «Tiens, je vais aller me faire une sieste», machin, donc tout va être contrôlé, enfin, ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas aller faire une sieste, mais après ça dépendra de l'organisation et du planning de votre bateau. Mais je veux dire par là, je veux pas vous faire un chemin de fleurs, mais plutôt d'ortie, et plutôt que quand vous arrivez à bord, ce soit mieux que ce que vous attendiez. Parce que voilà, donc il y a vraiment, cette, charge émotionnelle qui est très importante et qui est à gérer et ça s'apprend à gérer, hein. Mais il faut vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire, garder le smile, même si vous êtes fatigué, crevé et que la patronne vous saoule depuis 2 jours parce qu'elle a pas eu ses mandarines, sanguines, et que vous n'arrivez pas à en trouver. Alors, donc soyez sociable à tout le monde, respect des règles établies, hein, parce que vous êtes sur un bateau et il y a des règles quand même qui sont sécuritaires qu'il faut respecter. Heu, Faites preuve de modestie, parce que les personnes avec lesquelles vous allez travailler ont déjà pas mal de bouteilles et donc c'est pas la peine d'arriver, même si vous arrivez d'un autre bateau, à dire: «Oui, mais nous on faisait comme ça». Non, non, soyez modeste, humble et voilà. Et voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Donc je vous invite alors, j'ai fait un guide e-book, hein, qui s'appelle «Travailler sur un yacht». Alors bah, écoutez, ce e-book, j'ai le grand plaisir, je vous l'offre. Donc vous vous rendez juste sur ma page internet richardfernandez.fr où vous pouvez, par simple demande, vous le recevoir. C'est un PDF qui fait 74 pages où vous retrouverez tout ce qu'on vient de dire, les grandes lignes, hein, mais également plus de détails et vous aurez davantage de liens, tous les groupes Facebook, etc., pour trouver du boulot. Voilà. Et vous retrouverez également le podcast maritime et voilà. Donc, en conclusion, si je pense que le secteur du yachting me semble être le plus attractif actuellement, hein, travailler sur un yacht, ça offre quand même de bons salaires comparé aux emplois à terre, tout en étant nourri, logé, blanchi. Et s'ajoute à ça des bonus, des primes et surtout de gros pourboires, où peu de métiers présentent la possibilité d'offrir un salaire de base aussi élevé avec en prime des avantages en- Alors, travailler dans le yachting, pour moi, c'est pas pour faire carrière, hein. C'est une opportunité pour mettre une belle somme d'argent de côté et par la même occasion voyager et voir pas mal de pays. Ça peut être également un formidable tremplin pour votre carrière professionnelle et vous apporter un épanouissement personnel qui sera génial. Vous aurez plein de belles histoires à raconter à votre entourage. Hein, vous allez naviguer en Méditerranée, aux Caraïbes, accoster sur des îles vierges, rencontrer des gens formidables, pas avoir de problème de fin de mois, voilà, avec un salaire qui démarre à 2 500 € net, nourri blanchi. Bon, bah, voilà, bien sûr, il y a des contreparties et ce métier, il n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, je pense pas que ce soit un métier de carrière, mais il peut vous ouvrir des portes. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, c'était vraiment très, enfin, en tout cas pour ma part, très clair et très complet pour votre présentation. Merci. Vraiment bravo. Si j'ai bien compris, les personnes peuvent vous contacter via le site richardfernandez.fr, rubrique Voilà, contact pour vous demander le e-book. voilà, tout à fait. Vous allez dans la section e-book, m'envoyez juste un petit mail pour vous m'envoyer l'e-book. Ça sera un plaisir, je vous l'envoie sans problème. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à m'en faire
Parfait. Bah, moi, j'ai quelques questions, mais voilà, je vais demander d'abord aux participants de l'infométier s'ils ont des questions ou peut-être même des choses qu'ils souhaiteraient éclaircir ou des points qu'ils veulent aborder. Donc, allez-y, c'est le moment. Vous avez la parole. Sinon, voilà, si je vois que personne ne souhaite intervenir, en tout cas de suite, moi, j'ai deux, trois questions dans la poche et peut-être ça inspirera. Madame Varley, oui. Oui, merci. Mais en tout cas, merci pour cet exposé très clair, très complet. Merci. Moi, je me demandais s'il y avait une limite d'âge pour candidater sur un yacht. Un limite d'âge, bah, écoutez, moi je pense, je suis rentré dans le milieu, j'avais 27 ans. J'ai eu une opportunité à l'âge de 40 ans pour reprendre un yacht et je me suis rendu compte que j'avais plus la patience, quoi. D'accord. C'est-à-dire que on change hein, entre 30 ans et 40 ans ou 45, on change. On a d'autres objectifs. Hein, en ce qui me concerne, après, je ne veux pas parler pour tout le monde. En ce qui me concerne, j'avais plus la patience que j'avais lorsque j'avais 27 ans pour attendre, voilà, faire toutes ces heures, etc., etc. Après, ça dépend, ça dépend chacun. Hein, voilà, moi, je donne simplement mon Votre expérience. ressenti, oui. Parce Mais qu'après, je pensais pour une reconversion professionnelle, quelqu'un qui serait passionné de la mer ou qui aurait envie de s'orienter sur ces métiers, est-ce que dans les recrutements, on recrute plus volontiers des personnes plus jeunes qu'avancées dans l'âge? oh, je pense, enfin, je pense dans l'imaginaire collectif, je pense que quelqu'un de plus jeune est plus fiable qu'une personne qui a déjà 40 balais, quoi. Par rapport à un propriétaire, il va se dire, voilà, je peux me permettre de demander des choses ou de faire travailler peut-être pendant plus longtemps une personne Parce que bon, comme je dis, hein, c'est tourner, hein. Donc, faut quand même avoir, enfin, c'est des choses que, à 40 ans, moi, personnellement, je peux plus faire, je peux plus faire aujourd'hui, quoi. Je veux dire, parce il y a quand même non seulement le mental, mais il y a également le physique, hein, Une charge physique. ah oui, oui, ça Mm. c'est. Donc, après, c'est toujours pareil. Le plus compliqué dans ce milieu-là, c'est d'y mettre le pied. Mais si vous arrivez à mettre le pied là-dedans et que vous êtes à la bonne avec les personnes, il n'y a aucun souci. Après, Ouais, ce qui peut être intéressant pour une reconversion, par exemple, pour vous, c'est de prendre une structure plus petite. Une structure plus petite, c'est-à-dire sur une structure qui va faire 20 mètres. Alors ça peut être un voilier à moteur, où justement, non, non sans avoir une brigade ordinaire, comme devant le commissaire jusqu'au junior stewardess, vous avoir simplement 4 personnes à bord, où vous vous occupez du couple, ça sera un couple qui sera à bord, vous allez vous occuper d'eux, leur faire la cabine le matin, et vous occuper de leur repas le midi et le soir. Ça peut être sympa aussi, quoi. Et ça peut se trouver, bien sûr. d'accord. C'est tout à fait possible de se reconvertir, voilà. Après, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé non plus de passer par une agence, hein. C'est-à-dire, c'est pour ça que le arpenter les quais, comme on a vu, c'est très important parce que vous n'êtes pas spécialement obligé de passer par une agence. Si vous arrivez et qu'on vous dit, tiens, bah oui, aujourd'hui on a besoin d'un petit coup de peinture là, et que ça passe bien avec les propriétaires ou avec le commandant, on va vous faire revenir et ils vont vous embaucher, ils vont vous faire un contrat, voilà, et puis vous n'êtes pas passé par une agence, et voilà, parce que après, je sais pas, franchement, je ne sais pas si les agences ont des critères, voilà, et qui sont plus réticents par rapport à l'âge. Je ne sais pas. Mais votre question, elle est, oui, non, non, c'est ouvert à tout le monde, pour moi. D'accord. Et ça peut être une très bonne reconversion. Après, comme on a vu, hein, c'est, ça va être, c'est dur, quoi. C'est dur. Faut pas s'imaginer que c'est. Mais voilà, après, il y a des petites structures, c'est beaucoup plus cool, ils sont moins guindés à bord.
c'est beaucoup plus familial, c'est des petits voiliers de 20 mètres, voilà, ils ont besoin d'une personne voilà, pour s'occuper d'eux, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, vous allez faire 6 heures par jour et c'est bien, terminé. Le lendemain, voilà. Tout dépend de la structure, D'accord, en fait. merci. Oui. Parfait, merci pour la question et pour la réponse. Mais justement, on parlait donc de métiers ouverts à tous. Au niveau de la part, donc ou le pourcentage de femmes à bord, vous avez de votre expérience, ou peut-être il y a des chiffres statistiques un peu plus précis. Je suppose que c'est un peu plus de femmes que dans d'autres secteurs maritimes, ou quelle est un petit peu la part? Alors, la part, disons qu'il y a, il y a un souci d'équité, c'est-à-dire que les cabines, vous les partagez par deux. Mhm, C'est-à-dire que si demain vous embauchez une jeune femme, vous allez être obligé d'embaucher une deuxième jeune femme pour occuper la deuxième, être deux dans la cabine, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez pas embaucher un garçon et mélanger un garçon et une fille dans une cabine, quoi. Les mettre dans la même cabine. Donc, si vous prenez une fille, vous êtes obligé de prendre une deuxième fille. Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a des navires qui ont un staff féminin beaucoup plus important que d'autres, quoi. Mais normalement, enfin, il y a pas de discrimination par rapport à ça. Après, sur les propriétaires, ils préfèrent avoir un personnel féminin. Enfin, ça, c'est pas des critères, c'est pas des critères, moi, que j'ai vus qui ont bloqué la part pas des masculins, quoi, les hommes. mhm. Mais c'est vrai que, voilà, si vous prenez une personne, vous devez prendre une autre personne du même sexe. Au partage des cabines, parce que vous êtes deux par cabine et qu'on ne peut pas évidemment mélanger deux personnes dans la même cabine, quoi. Ok, parfait. Mais c'est un métier où on trouve beaucoup qui paraît plus féminin, c'est vrai. Mhm. Par rapport à d'autres secteurs du maritime où ils seront peut-être plus sous-représentés que dans Alors celui-ci. après, au niveau du service du pont et de la machine, je pense que c'est dans la marine marchande, vous allez retrouver le même taux, hein. C'est-à-dire que on voit de plus en plus pont et machine la jante féminine qui arrive, mais c'est encore frileux, hein. Mhm. C'est encore frileux, hein. Et au niveau de l'équipage, côté féminin, oui, il y a un pourcentage plus féminin, c'est vrai. Ok, parfait. On parlait également de charge de travail pour se donner un petit peu une idée au niveau du volume horaire par jour. Donc ça doit être variable selon le type de navire, les événements, etc. Mais pour se donner un petit peu une ordre d'idée, soit par votre expérience, soit par rapport à des chiffres un peu plus généraux, on se base sur quel volume à peu près? Alors là, là aussi, ça dépend de la taille de la brigade et de l'organisation. Sur grand yacht, par exemple? Sur grand yacht, vous avez je pense il y a des roulements qui sont faits. Il y Mhm. a une équipe, enfin, vous travaillez le matin. Ensuite, il y a l'après-midi, le soir. Ensuite, vous avez des plannings avec des pauses qui sont reliées par les personnes. C'est-à-dire que lorsque Après, tout dépend de l'organisation. Si vous êtes bien organisé, si vous savez que votre nettoyage il est fait, si, voilà, si vous savez que vous êtes en avance sur votre organisation, ils vont passer à table, ils vont manger, ils vont débarquer, ils vont aller se balader. Il y a juste à donner un coup sur le service que vous venez de faire, sachant que les frigos sont déjà remplis. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, d'aller vous poser ou d'aller dire à votre collaborateur, collaboratrice, ben tiens, va te poser pendant 1 heure le temps qu'ils sont à terre. Pourquoi? Parce que le plus gros du travail est fait. Donc après, tout ça, c'est une question d'organisation. Et le but du jeu dans cette organisation, c'est de trouver des créneaux justement pour, pour, avoir des pauses, quoi. Que ce soit des micro-pauses ou quoi. Parce qu'il est évident que vous n'allez pas avoir des pauses d'1 heure, 2 heures en gros, hein. Bon, à part pour dormir, évidemment.
hein, vous allez... Mais c'est des journées qu'il faut, qui minimum, ça va être du 12 heures, quoi. Mhm. Ah oui, Ouais, donc faut se préparer à ça ah bah oui, je veux avant dire, d'aller faire ce type de métier. bah oui. Là, actuellement, sur les ferries, on fait du 11 heures par jour, hein, sur les ferries. Donc, Mhm. sur le yachting, dans le privé, tout dépend le nombre de staff que vous avez pour vous occuper des... Après, si, en général, sur un 60 mètres, par exemple, sur un 60 mètres, comme je le disais, ils étaient 6. Un couple, 4 enfants. S'il y a que à bord, c'est pas non plus, voilà, on arrive à se trouver des bons créneaux, on connaît leurs habitudes, ils mangent à telle heure, ils ont telles habitudes, on sait que voilà, elle va manger 3 chips à telle heure, ils vont aller se balader, vont faire une sieste, vont revenir. Après, le soir, elle va manger un petit bout de poisson, lui, il va manger son avocat, ils vont se coucher. Là, il n'y a pas de problème, on arrive à bien s'organiser, à trouver des bons créneaux pour pouvoir se reposer. Là où c'est compliqué, c'est quand il y a des invités. Et c'est là qui fait la différence entre si le bateau est loué, si vous avez un 80 mètres qui est loué avec 20 personnes à bord. Ça va être 20 personnes non-stop pendant un mois, quoi. Et c'est là où ça devient fatigant. C'est-à-dire, plus vous avez d'invités, plus ça va être fatigant, plus vous avez de monde à bord. Parce qu'en général, sur un 60 mètres sur lequel je travaillais, il était 6 à bord, hein. C'était royal, hein. Il y avait des nounous qui s'occupaient des quatre gosses. Nous, on s'occupait que du couple, hein. Et on connaissait leurs petites habitudes. Donc, on arrivait là à se trouver des créneaux, des échappatoires pour pouvoir, tiens, je vais me poser une heure, machin, on y arrivait. Mais dès qu'il y a des invités à bord, voilà, c'est-à-dire qu'ils vont rester toute la journée. Après, ça va être euh, au Sunday qu'il faut leur servir les boissons, des snacks. Voilà quoi. Donc, plus il y a d'invités, plus c'est compliqué. Mais on y arrive quand même. On y arrive quand même. Faut pas, faut pas non plus. C'est pas insurmontable et c'est gérable. C'est gérable. Faut avoir un bon chef, quoi. Ok, parfait, parfait. Bon, les dernières questions, ou alors peut-être quelqu'un d'autre veut poser une question, intervenir avant. Je laisse quelques secondes. Non, bon, pas de souci. Donc on avait dit, juste pour un rapide résumé au niveau des compétences requises, donc on a dit anticipation, discrétion, organisation, polyvalence, sociabilité, maîtrise de l'anglais. Est-ce j'en ai oublié certaines? Tu peux rajouter, peut-être je pense par exemple à la diplomatie ou au sang-froid, Non, peuvent être non, enfin, nécessaires. discret Mhm. et anticipé. Et avec, si on anticipe, on est organisé. Donc discrétion, anticipation et l'organisation. Et c'est bon. Il faut se dire que lorsqu'on est dans ce milieu-là, faut pas s'imaginer, par exemple, moi ça m'est arrivé, hein, les premières fois où je suis monté à bord, où j'ai eu à servir, la première fois que je voyais les propriétaires à bord, ils étaient 4 personnes. Donc, je suis allé les servir, j'étais en train de les servir, et donc je sortais, moi, j'étais formaté hôtellerie-restauration. Donc, on était sur le yacht, ils étaient en train de manger, et à un moment donné, je suis allé les voir en disant, ça va, messieurs, dames, tout va bien, ça se passe bien, comme un resto normal. Je croyais bien faire, quoi, j'essayais de, voilà, quoi. Bon, une heure après, le commandant est venu me voir en me disant, écoute, si tu pouvais être un peu plus discret, c'est bien. Voilà. Et là, vous comprenez vite. Vous comprenez vite, c'est-à-dire que, en fait, faut que vous soyez transparent. Transparent. Vous devez être là, mais ils ne doivent pas vous voir. Encore une fois, vous êtes à leur service. Ils ont l'habitude d'avoir du personnel à terre. Quand ils ne sont pas sur le yacht, ils sont dans leur maison et ils ont du personnel également à leur service. Donc voilà, vous êtes à leur service. Ils veulent pas, voilà, ils sont pas là pour, voilà, c'est pas des clients normaux de restauration que vous allez trouver lambda. Non, non, ça n'a rien à voir.
Et d'une autre part, voilà, ils n'aiment pas trop que vous soyez au milieu, à côté, parce qu'ils ont souvent des discussions d'ordre privé et ils n'ont pas envie que vous les écoutiez. Donc, il faut que vous managiez tout ça, vous les voyez, que vous anticipiez, voilà, s'il y a assez de boissons à table, s'il y a ceci, cela. Tiens, voilà, je sais que madame, elle aime, il est quelle heure? Il est 16 heures, je sais qu'elle aime bien manger une petite glace. Tiens, je lui ai amené sa glace sans qu'elle me le demande. Voilà, tout ça se fait automatiquement avec le temps. Et plus vous allez être, voilà, discret mais efficace, plus ça va leur plaire, quoi. Faut pas que vous fassiez le show, voilà, que vous commenciez à parler. Non, non, les gens qui parlent beaucoup, ils aiment pas. Voilà, à moins qu'ils vous le demandent, mais sinon, non, non. C'est donc discrétion, anticipation, organisation et voilà. Parfait. Bien, merci beaucoup voilà, pour cette présentation. Donc, Merci à vous. mais de rien. Donc, je rappelle voilà, qu'on va envoyer aux participants un mail récapitulatif avec donc, nos coordonnées pour si vous souhaitez nous contacter et éventuellement prévoir un rendez-vous. Je remettrai également donc, le lien du site internet de Monsieur Fernandez où vous pourrez accéder à son podcast et donc aller voir les différentes ressources qui sont mises en place et lui demander via un message directement via son site le e-book Travailler sur un yacht voilà, qu'il peut vous offrir gracieusement. Voilà, Tout à fait. donc ça c'est parfait. Donc si il n'y a pas de problème technique, l'info métier sera donc rediffusée sur la page YouTube de la Touline. Donc vous pourrez la revoir, éventuellement pourquoi pas la partager si vous connaissez voilà, des personnes qui pourraient être intéressées par le thème. Et donc j'en profite bien sûr pour remercier Monsieur Fernandez pour sa présentation et remercier la Cité des Métiers pour toute l'organisation autour. Voilà, merci à vous aussi, aux participants, pour être venus et puis pour vos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc je vais en profiter pour clôturer cet info métier et je vous dis à bientôt. À bientôt. Bonne journée, au revoir, merci.